Bien, mes chers collègues, nous poursuivons nos travaux. Monsieur le directeur, cher monsieur Leloup, bienvenue dans cette commission. Par courrier en date du 11 septembre dernier, Madame la Première ministre a fait savoir à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale qu'il était envisagé que Monsieur Sébastien Leloup soit reconduit dans ses fonctions de directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l'ONIAM, et qu'il appartenait donc à la commission compétente de l'entendre en application des dispositions de l'article L. 1451-1 du Code de la santé publique. Je rappelle que l'ONIAM a été créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Cet établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Santé a pour mission d'organiser le dispositif d'indemnisation amiable des victimes d'accidents médicaux. Le mandat du directeur de l'ONIAM est d'une durée de 3 ans renouvelable. Nous vous entendons donc ce matin, Monsieur Leloup, comme la Commission l'avait précédemment fait le 21 février 2017 pour votre nomination et le 28 mai 2020 pour votre précédent renouvellement. Je précise que votre précédent mandat s'étant achevé le 15 juin dernier, vous exercez actuellement les fonctions de directeur par intérim, en vertu d'un arrêté du ministre de la Santé et de la Prévention en date du 2 juin. Je suppose, Monsieur le Directeur, que vous souhaiterez brièvement rappeler votre parcours avant d'en venir à l'essentiel, c'est-à-dire au bilan et aux perspectives que vous tracez de ces 6 années écoulées et des 3 années à venir. Avant de vous laisser la parole, je rappelle que nous avons entendu le 28 juin dernier Monsieur François Toujas, préalablement à sa nomination aux fonctions de président du conseil d'administration de l'ONIAM, qu'il va exercer à compter de lundi prochain. De ce fait, Monsieur Toujas va quitter ses fonctions de président de l'établissement français du sang et il nous reviendra d'entendre son successeur désigné, Monsieur Frédéric Pacou. Cette audition aura lieu le mardi 7 novembre après les questions au gouvernement. Je vous passe donc la parole, Monsieur Leloup. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. J'ai l'honneur de me présenter devant votre commission dans le cadre de ma demande de renouvellement dans les fonctions de directeur de l'ONIAM. J'ai précédemment été directeur d'hôpital public formé à l'école de Rennes. J'ai exercé en établissement de santé, d'abord à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, puis à l'hôpital Necker Enfants Malades. J'ai ensuite dirigé un ESPIC, un institut de puériculture de Paris, avant de rejoindre le monde des agences, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, puis la Haute Autorité de Santé, où j'ai été d'une part chef de service de la certification des établissements de santé, puis directeur délégué. Et c'est en 2017 que j'ai rejoint l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Je suis originaire de Sarrebourg, en Moselle. L'ONIAM est un établissement public administratif de l'État, sous tutelle du ministère de la Santé, créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Comme l'a souligné l'ancien sénateur et professeur agrégé de médecine Claude Hurier, qui fut le premier président du conseil d'administration de l'ONIAM au moment de sa création, cette loi a ouvert, je cite, « une nouvelle ère en matière d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux ». La loi a en effet créé un dispositif original de règlement amiable. Elle a également créé un droit nouveau, l'indemnisation par la solidarité nationale des victimes d'accidents médicaux non fautifs. Suite à la loi Kouchner, le législateur a élargi les missions d'indemnisation de l'ONIAM aux infections nosocomiales graves, aux mesures sanitaires d'urgence, aux vaccinations obligatoires, aux dommages transfusionnels, aux victimes du Mediator, suite au livre du docteur Irène Frachon, et plus récemment aux victimes de la dépakine, suite à la création par Madame Marine Martin de l'association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant. En fait, au fil des années, l'ONIAM est progressivement devenu un véritable paratonnerre du système de santé, selon l'expression d'Alain-Michel Serretti, fondateur de l'association Le Lien en matière d'infection nosocomiale et premier président de France Assos Santé. Il a siégé en qualité d'administrateur de l'établissement pendant plusieurs années. L'ONIAM est un établissement public administré par un conseil d'administration
qui a été présidée jusqu'à récemment par Madame Claire Compagnon, je tiens à saluer aujourd'hui devant votre commission son action et son engagement au service des victimes pendant ces 2 mandats. Plus récemment, vous avez eu l'occasion d'auditionner M. François Toujas, qui va assurer la présidence du conseil d'administration et de ses 3 conseils d'orientation à compter du 16 octobre. Les commissions de conciliation et d'indemnisation, les CCI, le collège Mediator et le collège des Paquines instruisent les demandes d'indemnisation. Ces instances sont indépendantes, elles sont présidées par des magistrats qui sont les garants de la qualité des avis rendus. Depuis sa création, l'ONIAM a instruit 95 000 demandes d'indemnisation, dont 77 000 au titre des accidents médicaux, qui est la mission principale de cet établissement. L'ONIAM reçoit 5 000 demandes d'indemnisation par an. L'année dernière, grâce au travail bénévole de leurs membres, les commissions de conciliation et d'indemnisation ont organisé 225 séances dans les territoires de métropole et d'outre-mer. Ces séances se tiennent généralement dans les locaux des agences régionales de santé. L'établissement a un budget de 212 millions d'euros. 92% des recettes sont des financements publics. L'ONIAM emploie 119 personnes. C'est donc un établissement de taille modeste au regard à la fois de la diversité mais aussi de la complexité de ses missions. J'ai été nommé à la direction de l'établissement en février 2017 dans un contexte de crise institutionnelle. Avec le conseil d'administration, nous avons redressé la situation. Toutefois, beaucoup reste à faire et avec la nouvelle gouvernance de l'établissement, nous devons continuer à agir pour mieux indemniser les victimes. Au cours de mon précédent mandat, l'ONIAM a développé l'indemnisation, agi pour recouvrer ses créances et moderniser son organisation. On ne le dira jamais assez, la raison d'être de l'ONIAM est d'indemniser les victimes. L'année dernière, le montant des dépenses d'indemnisation engagées a atteint un niveau record de 183 millions d'euros. Cela représente une hausse de plus 11% par rapport à 2021 et de plus 13,7% par rapport à l'année de référence 2019. Le montant moyen de l'offre amiable pour les victimes d'accidents médicaux est passé à 147 000 euros. Il a augmenté de 60% en 5 ans. 95% des offres de l'ONIAM sont acceptées. Cette augmentation des dépenses résulte des mesures adoptées par le conseil d'administration, la revalorisation du référentiel, la révision de la table de capitalisation et aussi de l'accroissement de l'activité liée aux nouvelles missions. Concernant la DEPACIN, depuis la loi de décembre 2016, l'ONIAM a reçu 3 817 demandes d'indemnisation. 66,7 millions d'euros d'offres ont été émises au bénéfice de 1 600 victimes. À ce jour, 51,5 millions d'indemnisations ont été versées à près de 1 000 victimes. Concernant la vaccination contre le Covid-19, 1 246 demandes d'indemnisation ont été reçues par l'ONIAM. À ce jour, 91 personnes ont été indemnisées à l'amiable. Parallèlement, l'ONIAM agit avec détermination pour recouvrer ses créances. Faire payer les responsables des dommages est au cœur de notre mission. C'est un devoir de notre établissement vis-à-vis des victimes. Depuis que je dirige l'établissement, l'ONIAM a émis plus de 10 000 ordres de recouvrement auprès des assureurs et des industriels pour un montant de 254 millions d'euros. Le montant recouvré depuis le 1er janvier 2018 est supérieur à 105 millions d'euros. Si on prend en compte les assignations devant les tribunaux qui suspendent les actions de recouvrement, le taux de recouvrement net est de 85%. Face à ces ordres de recouvrement, les assureurs et les industriels contestent leurs responsabilités et nous assignent en justice. Ces guérillas juridictionnelles sont lourdes à gérer pour l'ONIAM. Concernant la DEPACIN, 440 ordres de recouvrement ont été émis contre Sanofi pour un montant de 43 millions d'euros. Les premières décisions juridictionnelles sont attendues au mieux en 2025. Elles seront susceptibles d'appel. Dans ce contexte d'incertitude judiciaire sur le recouvrement de certaines créances, l'équilibre financier est très dépendant des financements publics. Un mot sur la modernisation des locaux et des organisations qui ont amélioré la qualité de vie au travail. En juin 2020, nous avons déménagé le siège historique de l'ONIAM de Bagnolet à Montreuil. Ce déménagement a permis de mettre en œuvre de nouvelles orientations environnementales.
Nous avons engagé une démarche permanente visant à appliquer les meilleures pratiques en matière d'énergie, de tri et de recours aux outils collaboratifs tels que la visioconférence. Ces nouveaux locaux ont permis d'améliorer la qualité de vie au travail avec, par exemple, un local à vélo et un accès à une salle de sport pour favoriser l'activité physique et la cohésion des équipes. Sur le plan social, je souligne la qualité du dialogue avec les représentants du personnel. À l'automne 2021, nous avons signé un accord-cadre sur le télétravail qui bénéficie à 70% des personnels. Ce respect non seulement de la place, mais aussi de la parole des représentants du personnel s'est traduit par un taux de participation de 75% aux élections professionnelles. Un indicateur RH classique est le taux d'absentéisme. En 2022, le taux d'absentéisme à l'ONIAM a été de 3,4%. Un fonctionnement institutionnel normalisé. Suite au rapport de la Cour des comptes de février 2017, j'ai pris la direction de l'ONIAM dans un contexte de gestion de crise. Un plan pluriannuel de redressement a été mis en œuvre avec le soutien du conseil d'administration. Aujourd'hui, l'ONIAM a un fonctionnement institutionnel normalisé. Les instances se réunissent régulièrement avec une participation active de ses membres, notamment des associations de victimes. Un contrat d'objectifs et de performance a été adopté en mars 2021 pour doter notre établissement d'une feuille de route stratégique. Si l'établissement a bien progressé sur plusieurs sujets, toutefois, dans le prolongement de ce qui vous a été présenté récemment par François Toujas, je mesure que beaucoup reste à faire pour mieux répondre aux fortes attentes des victimes, du Parlement et du gouvernement. Comment agir pour continuer à améliorer le fonctionnement de l'ONIAM ? Poursuivre l'amélioration des conditions d'indemnisation des victimes. La question de la revalorisation du référentiel d'indemnisation a déjà été évoquée par François Toujas devant votre commission. En particulier, l'indemnisation financière des souffrances endurées par les victimes et le montant de l'aide à une tierce personne pour les personnes handicapées suite à un grave accident médical mériterait une attention particulière et un accompagnement financier de la part de nos tutelles. Avec l'appui de la Commission nationale des accidents médicaux, il nous faudra aussi continuer à revaloriser la rémunération des experts qui sont au cœur du bon fonctionnement de l'ONIAM. Il nous faut aussi approfondir avec les associations de victimes les mesures de simplification de la gestion de l'indemnisation dans le respect des règles de maniement de l'argent public. La question du meilleur respect des délais doit continuer à mobiliser les équipes. Avec les magistrats qui président les instances, il nous faut être attentifs à trouver le bon équilibre entre qualité et rapidité des avis émis et délai d'envoi des offres d'indemnisation aux victimes. François Toujas l'a évoqué lors de son audition du mois de juillet, l'ONIAM est un établissement qui demeure peu connu du grand public et des professionnels de santé. Il nous faut donc agir pour améliorer la visibilité de l'ONIAM et ainsi faciliter l'accès aux dispositifs amiables. L'ONIAM doit développer ses outils de communication et nouer des partenariats. Parallèlement à l'amélioration de l'indemnisation des victimes, il ne faudra pas relâcher nos efforts en matière de recouvrement des créances de l'établissement. Les victimes ne comprendraient pas que l'ONIAM ne continue pas à agir pour faire payer les responsables de leurs dommages. Il nous faut aussi poursuivre notre modernisation. Aujourd'hui, l'ONIAM utilise beaucoup de papier. Il doit se transformer à l'occasion du nouveau schéma directeur du système d'information. Ce projet a malheureusement été différé en raison de la crise épidémique. Il est désormais en cours de mise en œuvre. Il doit notamment permettre d'assurer la digitalisation des échanges via un portail numérique avec les demandeurs, les experts médicaux, les avocats, les membres des instances. Par exemple, il s'agit d'offrir aux demandeurs un service dématérialisé à toutes les étapes de son parcours d'indemnisation, demande d'indemnisation en ligne, transmission des pièces justificatives en ligne pour accélérer la gestion tout en garantissant la sécurité du stockage des données et la conformité au règlement général sur la protection des données. Il nous faut aussi envisager d'exploiter les données de l'ONIAM pour prévenir les accidents médicaux et améliorer les pratiques professionnelles. À l'heure du numérique et de l'exploitation des données de santé, avec la nouvelle gouvernance de l'établissement, nous pourrons examiner de nouvelles perspectives de recherche et de contribution à la politique de prévention en santé. Apprendre des accidents médicaux pour contribuer à améliorer les pratiques professionnelles est un nouvel enjeu stratégique pour l'ONIAM.
Se moderniser, c'est aussi évaluer la qualité du service rendu et la prise en compte des attentes des victimes. Nous devons, par exemple, améliorer l'accueil téléphonique et les délais de réponse. Dans cette perspective, l'ONIAM mettra en place prochainement un baromètre et des enquêtes de satisfaction. L'établissement pourra ainsi renforcer sa capacité à recueillir des retours d'expérience des victimes sur la gestion de leur parcours d'indemnisation. Sur cette base, un plan d'action d'amélioration de la qualité du service rendu fera l'objet d'un suivi régulier. En conclusion, je dirais que 20 ans après l'adoption de la loi du 4 mars 2002, de nombreux colloques universitaires ont mis en évidence l'importance des missions de l'ONIAM au service de l'indemnisation des victimes. Aujourd'hui, je tiens à saluer le travail des associations de victimes, des experts médicaux, des membres des instances, ainsi que des magistrats et des équipes de l'ONIAM. Avec la nouvelle gouvernance de l'établissement, nous continuerons à agir pour améliorer l'indemnisation des victimes. Mesdames et messieurs les députés, je vous remercie de votre attention et me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Leloup. Nous allons donc entendre les questions des orateurs de groupe et nous commençons avec Madame Vidal pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Leloup pour vos propos liminaires très clairs sur vos objectifs et sur les missions de l'ONIAM qui, depuis sa création, a joué un rôle essentiel dans l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales. Au fil des années, l'Office a dû s'adapter à des défis croissants, notamment pour couvrir des situations aussi diverses que les victimes du médiateur ou la vaccination de la Covid. Dans votre dernier rapport, en avril 2022, l'ONIAM affiche une hausse significative des indemnisations, vous nous l'avez précisé, atteignant un montant record de 183 millions d'euros. Et en outre, vous nous l'avez également indiqué, dans le contexte d'évolution constante des enjeux médicaux et sanitaires, l'ONIAM a mis à jour ses référentiels d'indemnisation au 1er avril 2022, illustrant ainsi une démarche proactive d'adaptation aux nouvelles exigences et réalités du terrain. Monsieur Leloup, au-delà du soutien que le groupe Renaissance apporte à votre reconduction en tant que directeur général de l'ONIAM, je souhaiterais vous poser quelques questions concernant l'actualité de la structure. Face à l'évolution constante des enjeux médicaux et donc à la mise à jour de ces référentiels, pouvez-vous nous dire quels enseignements vous tirez de la mise à jour de ces référentiels ? Par ailleurs, depuis l'abandon du projet de fusion entre le FIVA et l'ONIAM en 2021, comment avez-vous travaillé avec le fonds afin d'améliorer la synergie entre vos structures, notamment en matière de partage d'expertise et de bonnes pratiques ? Et enfin, concernant l'indemnisation des victimes de la dépakine, pouvez-vous nous indiquer si des évolutions sont à constater s'agissant de l'implication de Sanofi en faveur de ces dernières ? Je vous remercie pour vos réponses. Merci, Monsieur Benz, pour le groupe Rassemblement national. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, chers collègues. L'ONIAM est un sas de médiation entre la santé et la justice au service des victimes. Vous êtes en réalité un tampon diplomatique entre des usagers de la santé et l'ensemble des responsabilités du secteur de la santé qui peuvent être engagées et imputées suite à un dommage ou accident médical du ressort d'un traitement d'un professionnel ou d'un établissement de santé. Ces accidents sont d'autant plus nombreux que l'hôpital public français est en voie de tiers-mondisation. L'ONIAM est un organisme utile. C'est un service public de proximité avec les commissions de conciliation en région. Mais l'ONIAM semble parfois insuffisamment efficace pour l'indemnisation des victimes, notamment en raison de délais beaucoup trop longs et donc inacceptables pour les victimes. Je cite ici le récent rapport de la Commission des finances du Sénat, qui souligne par ailleurs que, sur le dossier de la dépakine, les crédits d'indemnisation de l'ONIAM sont inférieurs de 30 à 40% à celles des juridictions civiles. La procédure amiable est moins intéressante et donc d'autant moins attractive pour les victimes que les préjudices sont importants. Les indemnisations sont largement sous-exécutées. Sur la dépakine, le rapport sénatorial souligne qu'aucune somme n'a été recouvrée sur les personnes désignées responsables autres que l'État, en l'occurrence Sanofi. 3 questions rapides. Comment expliquez-vous ce décalage entre la prévision d'indemnisation et la réalité du nombre de dossiers déposés par les victimes auprès de l'ONIAM ? Sur les délais excessifs dans les procédures amiables, parfois davantage que la justice, quelles mesures comptez-vous mettre en place pour les réduire ? Et enfin,
Sur la vaccination Covid et ses effets, avez-vous des chiffres sur le nombre de dossiers déposés en demande d'indemnisation auprès de l'ONIAM? Je vous remercie. Monsieur Boyard, pour le groupe France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur Leloup, ma collègue Caroline Fiat étant souffrante, elle m'a demandé de vous interroger, de vous poser des questions au nom de Marine Martin, présidente de l'association APESAC. Les questions sont nombreuses, mais nous ne doutons pas que vous aurez à cœur, pour éclairer la représentation nationale, d'apporter une réponse à toutes leurs interrogations. Monsieur Leloup, pouvez-vous nous dire quel est le nombre de dossiers définitivement indemnisés, c'est-à-dire ayant reçu une indemnisation complète avec versement effectif de tous les préjudices évalués par le collège d'experts? Sauriez-vous nous dire quel est le nombre de dossiers ayant reçu un avis définitif et n'ayant pas encore été définitivement indemnisés? Pouvez-vous nous dire combien de procédures de recours contre titre ont été engagées pour obtenir le remboursement de la part de Sanofi? Et pouvez-vous nous dire quels sont les délais actuels de l'ONIAM? Sauriez-vous nous dire quel est le nombre de séances du collège par an? Combien de dossiers sont examinés par séance? Et quels sont les critères qui rendent les mesures de protection nécessaires pour un majeur? Sauriez-vous aussi nous dire quel est le délai d'obtention des créances des caisses? Pourquoi les crédits alloués sont-ils continuellement sous-exécutés alors même que des familles attendent une indemnisation? Pourquoi y a-t-il des différences aussi flagrantes dans le traitement des dossiers des victimes pour des situations identiques? Exemple, une voiture à boîte automatique a un surcoût pris en charge pour certains et pas pour d'autres. Sauriez-vous nous dire s'il faudrait modifier le barème d'indemnisation de l'ONIAM pour être plus proche de ce qui est attribué par les juridictions? Et selon vous, faudrait-il imposer un délai dans lequel les caisses devraient répondre? Je sais que de nombreuses questions ont été posées, que malheureusement vous n'avez pas pu tout noter, mais nous avons eu la politesse de vous imprimer une feuille avec toutes les questions à laquelle ma collègue Caroline Fiat, mon groupe parlementaire et les associations ont hâte que vous répondiez, et je vous transmets la feuille et les questions avec un immense plaisir. Merci beaucoup. Madame Valentin, pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. La mission générale de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux porte sur l'indemnisation des accidents médicaux non fautifs, soit directement par l'intermédiaire de commissions régionales de conciliation et d'indemnisation. Son rôle a été étendu aux victimes de l'hépatite C contractée par transfusion sanguine, à celles du Bonfluorex, du Mediator, du valproate de sodium, d'Hépaquine. J'aurais donc plusieurs questions. Si le recouvrement des créances se fait plus facilement, comment améliorer les conditions d'indemnisation, peut-être sa revalorisation? Il faut aussi réfléchir à indemniser un aidant qui se consacrerait aux soins d'une personne devenue gravement malade suite à un accident médical. L'intelligence artificielle se développe rapidement dans la médecine et devient le cœur de la médecine du futur avec des opérations assistées, le suivi des patients à distance, les prothèses intelligentes ou encore les traitements personnalisés grâce au recoupement de données. Si la machine prend le pas sur l'humain, comment envisagez-vous une indemnisation dans le cas d'accidents médicaux? Monsieur Gernigon, pour le groupe Horizon. Oui, merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur Leloup. Je tiens tout d'abord à saluer votre parcours qui vous conduit aujourd'hui devant notre commission pour votre reconduction aux fonctions de directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales. Depuis la création de l'ONIAM par la loi du 4 mars 2022, votre institution a offert une réponse rapide et bienvenue aux victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales, et distinguée par son efficacité pour la protection des droits et des patients. L'ONIAM constitue une alternative aux tribunaux plus qu'utile, même si la voie contentieuse peut toujours être choisie. Cette procédure a l'avantage de ne supposer aucun frais de procédure et les expertises médicales y sont gratuites. Tout d'abord, quelles sont vos réflexions sur l'efficacité des financements prévus par le PLFSS pour l'année 2024 ? Estimez-vous que la dotation sera suffisante pour répondre aux besoins croissants et pour garantir une indemnisation juste et rapide aux victimes, étant donné le montant de plus en plus élevé ? De plus, j'aimerais savoir comment peut-il être envisagé d'améliorer la communication afin de faire connaître ce dispositif au plus grand nombre. Enfin, sur le sujet de l'élargissement des missions d'indemnisation de l'ONIAM, nous avons observé une expansion des responsabilités, incluant des cas post-vaccination obligatoire et certains dommages transfusionnels. Cependant, l'EFS demeure responsable de nombreux cas de dommages transfusionnels et le FIVA pour les victimes de l'amiante, dont une fusion avait été envisagée en 2021 après un rapport de l'IGAS qui le suggérait. Dans ce contexte, que pensez-vous de l'idée d'élargir encore les missions et critères d'indemnisation de l'ONIAM?
un éventuel rapprochement ou une collaboration accrue avec les entités comme le FIVA pourrait-elle être envisagée pour optimiser l'indemnisation des patients qui doivent l'être? Je vous remercie. Madame Rousseau, pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Alors, un organisme comme l'ONIAM trouve sa pertinence dans un certain nombre de principes fondamentaux. Premièrement, une bonne connaissance par les victimes du fonctionnement, déjà de l'existence de l'ONIAM et de son fonctionnement. Deuxième principe, à mon sens, c'est extrêmement important, c'est l'indépendance de l'expertise par rapport à la question de l'indemnisation et que les deux soient véritablement des processus séparés. Et enfin, la troisième condition, c'est une capacité des victimes à pouvoir contester ou négocier les indemnisations qui leur sont proposées. Donc ma première question porte là-dessus. Est-ce que vous avez travaillé les reproches qui ont été faits à l'ONIAM sur ces trois aspects-là, c'est-à-dire l'absence de connaissances par les victimes, vous en avez vous-même parlé, c'est-à-dire quel dispositif vous mettez en place. Deuxièmement, quelle est l'indépendance garantie de l'expertise par rapport à l'indemnisation, et enfin, quelle est la capacité de la victime à contester. Ma deuxième question portera sur un point plus précis, qui est d'approfondir une question qui était restée sans réponse lors de la dernière audition de l'ONIAM. Il y avait M. Isaac Sibyl et moi-même qui avions posé la même question lors de la mobilisation sur la question des implants Essure. Ces implants sont des dispositifs médicaux de stérilisation définitive commercialisés par le laboratoire Bayer. Le dispositif a été retiré du marché français en 2017. Ce dispositif a fait scandale ces dernières années car il est apparu que de nombreuses femmes ont connu des effets secondaires extrêmement lourds suite à la pose de ces implants. Troubles de la vision, de la mémoire, fatigue invalidante, vertige, perte de cheveux, etc. Les effets indésirables ont été tels que des milliers de femmes ont dû recourir à une ablation de leur trompe, voire à une hystérectomie pour pouvoir se défaire du dispositif. Monsieur Touchas nous avait dit revenir avec des éléments concernant le traitement de la question par votre organisme. Qu'en est-il? Votre office a-t-il été saisi par des victimes? En 2017, ces dernières avaient déclaré souhaiter se rapprocher de votre office pour mettre en place un protocole d'indemnisation pour les personnes qui ne parvenaient pas à faire reconnaître leur préjudice en justice. Avez-vous reçu ces plaintes? Merci. Monsieur Daréville, pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur. Ma première question portera sur les suites que vous avez déjà données et que vous envisagez de donner au rapport de la Cour des comptes qui effectivement pointait la nécessité de mieux prendre en compte les victimes d'une part, au rapport de l'IGAS de 2021 qui pointait les difficultés liées au turnover et au recrutement d'experts. Est-ce que vous pouvez nous dire où nous en sommes de ce point de vue-là? Je voudrais également évoquer le rapport du Sénat sur l'indemnisation de la dépakine, avec les difficultés qui ont été là aussi signalées, et notamment autour du barème d'indemnisation qui est de 30 à 40% inférieur à celui qui est attribué par les tribunaux. Je pense que ce décalage est quand même très significatif et problématique. Je voudrais savoir comment vous envisagez d'affronter cette question. Vous avez évoqué le recouvrement des créances. C'est pour moi une dimension décisive. C'est-à-dire qu'il s'agit à la fois évidemment de le faire pour que les victimes obtiennent une réparation pleine et entière, mais également pour que ça ne soit pas la puissance publique qui paye ce que les entreprises elles-mêmes devraient payer en raison des précautions qu'elles n'ont pas prises. Ensuite, je voudrais, et puis sur le barème des recouvrements, vous nous avez indiqué des chiffres qui me semblent problématiques, entre les 254 millions d'euros d'un côté et les 105 réellement recouvrés à ce stade jusqu'ici, si j'ai bien compris. Ensuite, je voudrais également vous interroger sur les dispositifs médicaux. Avec mon collègue Julien Borowczyk, j'avais commis un rapport le 6 mars 2019 qui évoquait la question de tous ces dispositifs médicaux qui viennent d'être évoqués, notamment les implants Essure en font partie, et la nécessité pour l'ONIAM de se pencher sur ces indemnisations nécessaires et sur ces réparations nécessaires. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle manière est-ce que l'ONIAM pourrait être un peu plus à l'offensive, mise à contribution sur ces questions-là? Et enfin, pouvez-vous nous confirmer que l'abandon est effectif de la fusion avec le FIVA? Merci beaucoup. Monsieur le Directeur, je vous propose de répondre dans un premier temps à cette première série de questions. Je vais essayer d'être le plus concis possible dans mes réponses. Concernant la revalorisation du référentiel, dès la création de l'établissement,
cette question a été posée et les associations de victimes, depuis 20 ans, demandent une revalorisation du référentiel, c'est-à-dire le dispositif amiable dispose d'un référentiel qui est adopté par son conseil d'administration et qui est le fondement des offres d'indemnisation à la fois des assureurs en responsabilité civile médicale, mais aussi des industriels, ce qui a été le cas sur le collège Mediator. Incontestablement, nous devons retravailler ce référentiel. Il y a un contexte d'inflation qui pèse sur les niveaux d'indemnisation des victimes et les dommages peuvent être gravissimes qui font que le référentiel qui est à la main de notre conseil d'administration doit régulièrement être valorisé pour permettre une indemnisation juste des victimes. Concernant plusieurs questions sur la fusion ONIAM-FIVA. Vous le savez, ce sujet a fait l'objet d'un rapport de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires sociales qui avait plaidé pour une fusion et la constitution d'un seul établissement avec un seul conseil d'administration pour être un opérateur public de l'indemnisation. Ce sujet a été porté par les ministères de tutelle. Et ce sujet n'a pas fait l'objet de portage politique, puisque M. Olivier Véran a eu l'occasion, devant votre commission, d'indiquer que ce sujet n'était pas à l'ordre du jour. Ressortait de ces travaux un certain nombre de points intéressants en termes de synergie possible, notamment sur les fonctions support. L'ONIAM, 120 équivalents temps plein. Le FIVA, 75 équivalents temps plein. 2 services du personnel, 2 services budget finance, 2 services moyens généraux, 2 circuits courriers. Ces établissements sont voisins, on est à même tour et on a déménagé ensemble dans la même tour. Il y a certainement à retravailler sous l'angle de l'efficience des moyens publics et pour permettre que les ressources des établissements soient absolument consacrées à l'indemnisation des victimes, notre cœur de métier, notre raison d'être, et peut-être trouver des synergies sur les fonctions support de ces établissements. En tout cas, si ce sujet devait être repris dans le cadre des orientations stratégiques de l'établissement, j'y apporterai une contribution positive. Je crois que ça fait sens. Le directeur du FIVA est un très grand professionnel, on s'entend très bien, on a des échanges réguliers et nous parlons de nos pratiques. Souvent, c'est les talents qui font les rapprochements. À l'ONIAM, sur 3 chefs de service juridiques, il y a 2 chefs de service qui sont issus du FIVA. Je pense que l'ONIAM a tout à fait intérêt à connaître et apprendre des talents du FIVA et réciproquement. Et donc, je pense qu'en termes d'accompagnement des parcours professionnels, notamment des juristes et indemnisateurs en droit de la santé, eh bien, nous pouvons accompagner et apporter une diversification de pratiques professionnelles à nos équipes. Une question posée sur la dépakine et l'évolution de la position de Sanofi. Sanofi, dès les travaux parlementaires courant 2016, a été très clair. Considère que c'est au juge d'établir la vérité en cette affaire, pas aux instances placées auprès de l'ONIAM, qui ont un statut de commission administrative indépendante. Et donc, Sanofi attend que la justice établisse, s'il y a lieu, sa responsabilité. À aujourd'hui, nous n'avons pas de signal particulier de la part de Sanofi. Contrairement, je dirais, à ce qui s'est passé sur le Mediator, c'est-à-dire le collège Mediator a examiné plus de 10 000 avis et a émis 4 000 avis favorables d'indemnisation des victimes qui ont été suivis par le laboratoire Servier et qui ont fait des offres d'indemnisation. Ce qui a aussi pesé dans l'intérêt à agir du laboratoire Servier, c'est que des décisions de justice sont intervenues, qu'elles sont devenues définitives, qu'elles n'ont pas été contestées et qu'elles ont fixé les parts de responsabilité de Sanofi, mais aussi de l'État. À aujourd'hui, ce n'est pas le cas vis-à-vis de Sanofi. Je le rappelle, ce médicament est commercialisé depuis 1967, pas qu'en France, dans de nombreux pays. Très peu de décisions de justice sont intervenues. Il y a eu 3 décisions de justice en Espagne.
et extrêmement peu de décisions de justice devenues définitives en France. Nous verrons bien comment les juridictions vont se positionner sur ces sujets, et en fonction de ce que diront les juridictions, peut-être, garde de l'espoir, que Sanofi, si ces décisions reconnaissent ses responsabilités, à ce moment-là, il y aura peut-être un autre positionnement vis-à-vis du dispositif amiable mis en place par le législateur, porté par plusieurs gouvernements successifs. Vous avez souligné le fait que l'ONIAM, c'est un service public de proximité, effectivement. Je crois que c'était visionnaire dans la loi de 2002, portée par les rapporteurs, notamment Claude Évin, Didier Tabuteau, qui a beaucoup porté ce projet de loi Kouchner. La territorialisation de la politique amiable d'indemnisation. Avoir organisé l'année dernière 225 séances dans les territoires, on se déplace absolument partout. On va à Besançon, je vais à Ajaccio la semaine prochaine. Donc on a à cœur d'être au cœur des territoires. Se réunissent des associations de victimes, des personnalités qualifiées, souvent des universitaires, des universités régionales. C'est bénévole, c'est bénévole. Et la proximité du domicile des demandeurs fait qu'ils se déplacent et nous pouvons entendre leurs paroles. J'insiste sur le fait que les instances placées auprès de l'ONIAM ne sont pas des tribunaux. L'ONIAM et ses instances, c'est de la démocratie sanitaire. On fait du droit, on fait du médico-légal, mais on ne fait pas que ça. Dans les commissions de conciliation et d'indemnisation, le directeur de l'ONIAM a un représentant, on vote. Le directeur de l'ONIAM, il a une voix sur 13. Une voix sur 13. Et ça n'empêche pas le directeur de l'ONIAM de suivre massivement les avis qui sont émis par ces instances issues de la démocratie sanitaire. Ce qui explique que parfois, il peut y avoir aussi discordance entre les avis émis par ces instances et ce que peut, le moment venu, dire sur la même demande d'indemnisation, les juridictions. Parce qu'effectivement, la manière d'instruire est différente. J'en profite pour évoquer aussi la question des délais. Effectivement, les délais sont trop longs pour les victimes. Donc c'est quelque chose qu'il nous faut travailler. Mais il faut aussi que les avis des instances fassent sens pour les victimes. Et c'est là où on doit être attentif. Vous savez, les commissions de conciliation et d'indemnisation, elles ont 6 mois pour émettre un avis. C'est quand même un pari extraordinaire. C'est-à-dire qu'en matière d'accidents médicaux, c'est nécessairement les accidents graves qui sont éligibles à ce dispositif amiable. Donc on prend les accidents médicaux les plus graves du système de santé, avec le pari qui a été fait en 2002, qui est de dire ça va être fait en 6 mois, temps d'expertise compris. La réalité des choses, c'est que les experts médicaux, à aujourd'hui, quand ils ont besoin de convoquer les parties, eh bien, elles sont plus nombreuses qu'en 2002, parce que oui, on soigne de manière différente dans la France de 2023 que dans la France de 2002, gradation de la prise en charge, virage de l'ambulatoire, ce que votre commission connaît par cœur, et que donc il faut réunir tout le monde, entendre, recueillir les points de vue qui sont divergents. Le délai moyen d'établissement d'un rapport par un expert médical, c'est 5 mois. Ensuite, il faut que la séance se tienne dans de bonnes conditions, à une date qui convienne aux victimes et parfois aux avocats qui sont présents. Et il faut que l'avis soit émis dans des délais raisonnables. Donc peut-être qu'à un moment donné, cette question d'un délai de 6 mois qui a été retenu en 2002. Alors pourquoi 6 mois? À l'époque, j'ai regardé, j'ai posé la question à M. Claude Évin. Eh bien, à l'époque, certains voulaient 3 mois, d'autres voulaient 9, et finalement, on a pris 6. Donc peut-être qu'à l'occasion des 20 ans de création de ce dispositif, dans le cadre d'un dialogue avec les parties prenantes, peut-être que ce délai pourrait être rediscuté, encore une fois, dans l'intérêt des victimes. Pour donner un autre exemple, Collège des Pâquines, question des délais qui ont été sévèrement mis en cause par le rapport sénatorial, eh bien, il arrive que des examens médicaux, il y a des difficultés pour les demandeurs pour les obtenir. Or, de leur point de vue, ils sont absolument fondamentaux pour établir les dommages fonctionnels. C'est un rendez-vous d'IRM qui prend beaucoup de temps dans certains territoires. C'est un rendez-vous avec centre de ressources, autisme, etc., etc. Et donc, de nouvelles pièces médicales peuvent arriver tout au long du parcours d'indemnisation. Et il arrive que dans l'intérêt des victimes, le collège d'experts diffère
une demande qui est appelée en séance, mais c'est de manière à pouvoir prendre en compte l'ensemble des éléments qui sont portés. Et donc c'est un juste équilibre à trouver entre qualité des avis rendus, qui doit faire sens pour l'ensemble des parties représentées, et puis rapidité. Les assureurs en responsabilité civile médicale, qui connaissent bien notre établissement, puisqu'ils siègent dans ces instances depuis 20 ans, suivent à 85% les avis émis. Ça veut dire que le pari qui a été fait de faire un dispositif amiable sur ce sujet des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes, ça fonctionne. Vous m'avez également posé un certain nombre de questions sur le décalage entre les prévisions financières à la création du dispositif et les consommations de crédit. Effectivement, dans le cadre des travaux qui ont été menés au moment de la création du dispositif, un certain nombre de modèles de prévision avaient été faits sur le nombre potentiel de victimes et les crédits associés. À l'évidence, ces prévisions ne se sont pas confirmées. La réalité des choses, c'est que au moment de la création effective de ce dispositif en 2017, les présidents des instances indépendantes ont organisé des auditions avec la principale association présidée par Madame Martin, et question a été posée sur le nombre de demandes connues de cette association. Et à l'époque, le chiffre qui nous avait été donné, c'était 4800 demandes d'indemnisation. À aujourd'hui, nous sommes à 3800 et le principal des demandes d'indemnisation reçues par l'ONIAM sont celles qui ont été transmises via cette association dont c'est la raison d'être. Un certain nombre de questions portent sur les dommages Covid-19. Je vais peut-être préciser les chiffres qui vous ont été communiqués. Donc, au 30 septembre 2023, l'ONIAM a reçu 1246 demandes d'indemnisation amiable. Par exemple, sur le seul mois de septembre, nous avons reçu 78 nouvelles demandes. Au 30 septembre, l'Office a adressé 344 décisions, dont 48 décisions au mois de septembre. Et donc, au 30 septembre 2023, l'ONIAM s'est prononcé sur le droit d'indemnisation des demandeurs dans 319 demandes, dont 29% en faveur d'une indemnisation. Je précise qu'il n'y a pas de seuil de gravité dans cette mission de l'ONIAM, contrairement aux commissions de conciliation et d'indemnisation. Et donc, à la date d'aujourd'hui, 91 victimes ont été indemnisées. Comme l'a indiqué François Toujas, les péricardites ou myocardites apparaissent, et donc j'ai le chiffre à aujourd'hui sur les 91 victimes, 48% péricardites, myocardites, 11% troubles neurologiques, 9% AVC, thrombose, embolie pulmonaire, 4% troubles articulaires, 4% troubles dermatologiques, et le reste étant des troubles divers. Nous avons aujourd'hui plusieurs centaines de missions d'expertise médicale en cours dans toute la France. C'est une mission qui est particulièrement sensible pour notre établissement et nous veillons à suivre un indicateur qui est l'attractivité du dispositif amiable d'indemnisation placé auprès de l'ONIAM et nombre d'actions contentieuses devant les tribunaux. Au 30 septembre 2023, il y a 53 procédures contentieuses qui ont été initiées sur ce sujet et donc le dispositif fonctionne tel que le souhaite le législateur sur cette mission puisqu'il y a beaucoup plus de demandes d'indemnisation amiable que devant les tribunaux. Je ne vais pas être trop long. J'ai peut-être évoqué la question Essure, sur laquelle François Toujas s'était engagé à ce que nous puissions revenir, et donc il m'a demandé de préparer les chiffres. Donc l'ONIAM a connaissance de 132 demandes d'indemnisation. Ces 132 demandes d'indemnisation, elles se répartissent entre, d'une part, le contentieux devant les tribunaux, et d'autre part, démarches amiables devant les commissions de conciliation et d'indemnisation. Devant les commissions de conciliation et d'indemnisation, 58 demandes. Je vous l'ai indiqué, il n'y a pas de seuil de gravité. Alors quand on parle de seuil de gravité, c'est 25% de l'atteinte fonctionnelle, physique ou psychique. Et donc, dans un certain nombre de demandes, ce seuil de gravité n'était pas atteint, ce qui fait que sur les 58 demandes, il y a eu 25 décisions d'incompétence qui est prononcée par le magistrat qui préside la commission de conciliation et d'indemnisation, parce qu'en vertu d'un décret de 2014, il y a la possibilité pour le président de déclarer irrecevable en raison de non-atteinte du seuil de gravité.
Il y a actuellement 8 demandes en cours d'instruction. Il y a eu 19 décisions de rejet, donc cela signifie que le seuil de gravité était atteint, mais la commission a estimé, éclairée par les travaux de l'expertise médicale, que les conditions d'une indemnisation n'étaient pas réunies. Et il y a eu 6 avis favorables d'indemnisation. Par ailleurs, au contentieux, il y a 74 actions contentieuses, mais l'ONIAM n'a pas systématiquement connaissance de l'issue de ces contentieux. Voilà les quelques chiffres que je pouvais vous donner sur ce sujet. Madame la Présidente, j'ai certainement oublié des questions, mais elles étaient nombreuses. Merci, Monsieur le Directeur. Vous pourrez compléter vos éléments de réponse puisque nous prenons une nouvelle série de questions des députés avec Monsieur Frey. Merci Madame la Présidente. Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur Leloup pour votre présence ce matin devant la représentation nationale. Comme cela a été rappelé, l'ONIAM permet aux victimes d'accidents médicaux qui le saisissent de voir leur dossier examiné par des experts, puis d'être indemnisés plus rapidement, en principe, que si elles saisissaient la justice. Pour autant, dans le cas de la dépakine, le rapport d'information adopté en septembre 2022 sur le dispositif d'indemnisation pour les victimes de cette dépakine par le sénateur Christian Klinger soulignait une absence de recours fréquente à l'ONIAM, ce qui s'explique en partie par la faiblesse des propositions d'indemnisation d'environ 30 à 40%, cela a été souligné tout à l'heure, par comparaison à celles obtenues par voie judiciaire. Monsieur le Directeur, dans le cadre de la réflexion engagée de votre révision du référentiel d'indemnisation, dans l'objectif de renforcer l'attractivité financière de l'ONIAM auprès des victimes, pouvez-vous nous dire quelles sont plus précisément vos pistes de travail? Je vous remercie. Monsieur Ruffin. Oui. Monsieur le Directeur, vous avez décrit votre organisme comme étant un paratonnerre dans votre intervention. Et moi, je souhaite que la foudre tombe sur les profits de Sanofi. Il faut rappeler ce scandale en cascade. Le premier qui se conjugue au passé, c'est que Sanofi savait sur la dépakine, savait depuis 30 ans, savait et n'a pas informé les mères enceintes de ce que ça risquait de produire sur leurs enfants. C'est la première chose. Et la deuxième chose, le scandale qui se conjugue au présent, c'est que Sanofi refuse de payer pour ces 16 à 30 000 enfants qui souffrent, entre autres, de troubles de l'autisme ou de choses encore plus graves, dira-t-on. Et même quand Sanofi est condamné, Sanofi refuse de payer. Dans le cas de Camille, qui souffre de syndrome malformatif général, des anomalies des membres supérieurs, une microphthalmie, c'est-à-dire une vie très, très, très particulière d'enfants et maintenant adultes handicapés, parce que tout ça met du temps. Sanofi est condamnée par la justice. Que décide la firme? Elle décide de faire appel. Elle est condamnée à un appel. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? De recourir en cassation. Imaginez que vous commettiez un accident de voiture, vous précipitez pour sauver la victime. Sanofi fait l'inverse, refuse de venir l'indemniser. Et là, on a, nous, tous ici, mais tous les Français, qui payent aujourd'hui pour tout ça à la place de Sanofi. Est-ce que j'entends dans votre propos, vous dites qu'il faut attendre que la justice elle termine son travail, qu'il n'y a pas de signalement particulier de Sanofi, c'est-à-dire qu'ils se mettent aux abonnés absents, c'est que grosso modo, il y aurait zéro recouvrement. Donc j'aurais une clarification sur est-ce que Sanofi paye, dans combien de dossiers ils ont payé. Et dire que pour moi, il y a une complicité de l'État. Quand on continue à filer du crédit impôt recherche, entre autres, parmi d'autres subventions, à une entreprise qui ne prend pas ses responsabilités dans un cas comme le scandale de la dépakine, c'est une honte, c'est un scandale. Monsieur Le Gac. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, vous avez rapidement évoqué la question du recouvrement. Des créances, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? J'ai été très surpris en lisant votre rapport d'activité, en lisant le rapport d'activité 2021, que justement à fin 2021, ce sont 1370 assignations en justice à l'encontre de l'ONIAM qui ont été donc portées pour un montant de 91,2 millions d'euros.
Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Pourquoi les entreprises contestent? Quelles sont-elles? Et combien de temps mettez-vous après pour recouvrir définitivement? Est-ce que vous le recouvrez définitivement? Parce que je vois que 91 millions d'assignations en justice donc, qui ne sont pas recouvrées, contre 70 millions qui ont été recouvrés. Donc il y a plus de montants non recouvrés que recouvrés. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous développer un peu, nous détailler un peu cette question? Merci. Monsieur Bazin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur général de l'Office national d'indemnisation d'accidents médicaux, un des enjeux que je veux évoquer ce matin est d'éviter à l'avenir de nouveaux accidents médicaux, et une des causes est d'origine médicamenteuse. Il y a ainsi un véritable défi à relever en matière de conciliation médicamenteuse. À ce titre, des expérimentations très intéressantes, article 51, tels que le parcours de soins Médicis, porté par une équipe du centre hospitalier de Lunéville, sont en cours, déployant un véritable parcours d'accompagnement thérapeutique du patient pour éviter des accidents liés aux médicaments dès l'admission en établissement hospitalier et jusqu'à la sortie et le retour à domicile, en associant les professionnels de ville. Il s'agit de sécuriser la prise en charge médicamenteuse pour réduire les réhospitalisations de nos seniors. Votre expertise peut être utile pour amplifier la prévention de tels accidents médicaux et diminuer ainsi les erreurs médicamenteuses. En termes d'économie de la santé, investir sur cette prévention, c'est aussi éviter des coûts liés à des accidents. Dans le cadre de l'évaluation à venir de l'expérimentation article 51, dans quelle mesure vous pouvez chiffrer les gains potentiels à même de justifier les investissements dans la prévention? Monsieur Alauzet. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, j'ai deux questions à vous poser. La première est moins technique qu'une question de société. Vous avez fait référence à une indemnisation juste ou la plus juste possible. Et globalement, votre intermédiation semble donner satisfaction. Pour autant, je pense que c'est la quadrature du cercle. C'est-à-dire que c'est jamais possible de faire congruer une indemnisation financière avec un préjudice physique, un handicap. C'est un compromis que l'on trouve. Et ma question est la suivante. Comment vous percevez l'évolution de la société de ce point de vue-là, sur la façon dont notre société, et les victimes en particulier, mais pas que les victimes, perçoivent la manière dont la société peut venir en aide aux personnes concernées, voilà, sachant qu'on est dans du complètement subjectif, en tout cas sur deux éléments qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ma deuxième question m'est venue en vous écoutant parler du Covid long et des conséquences du Covid long. Or, le Covid n'est ni un accident médical, ni une affection iatrogène, ni une affection nosocomiale. Donc du coup, je comprends moins bien comment vous pouvez intervenir dans ces situations, si ce n'est à concevoir que peut-être le Covid serait la conséquence d'une absence de précaution, d'un manque de précaution dans la contamination de la maladie. C'est peut-être par ce biais-là. Sinon, je ne vois pas bien. Madame Simonet. Oui, je voudrais poursuivre après l'intervention de mon collègue François Ruffin pour exprimer toute notre colère et la colère de tant de familles, de tant de personnes, de tant d'associations face au scandale de la dépakine. Parce que vous savez comme moi que l'ANSM et la CNAM ont rendu une étude qui estime qu'entre 16 000 et 30 000 enfants seraient atteints de troubles neurodéveloppementaux précoces parce que leur mère a continué, par exemple, enceinte, à prendre de la dépakine. Des scientifiques ayant délivré leur verdict, qu'est-ce qui se passe? Il y a une situation totalement insupportable, une hypocrisie complète, où on voit que Sanofi continue toutes les démarches en justice pour échapper à ses responsabilités, avec un temps infiniment long, et en même temps une responsabilité de la puissance publique, non seulement pour ne pas exiger de Sanofi d'assumer ses responsabilités, et donc aussi de payer et d'abonder le fonds, et que ce ne soit pas l'ensemble des contribuables qui financent les erreurs gravissimes de Sanofi. Et sommet de l'hypocrisie, on avait la ministre des Solidarités et de la Santé qui avait assisté à une réunion de la Fondation Sanofi Espoir qui prétendait aider les personnes vulnérables. Donc une entreprise qui en plus fait de la communication sur le fait qu'elle aiderait les vulnérables. Or, les personnes qui souffrent à cause d'elle de façon irrémédiable,
elle refuse d'assumer, de payer ses responsabilités. Et donc j'estime que là, il y a une réflexion importante du point de vue de l'ONIAM et du point de vue du gouvernement, de se dire que le fonds d'indemnisation des victimes est essentiel et doit être rapide, et on est assez inquiet sur les chiffres qui ont été donnés ce matin, mais qu'en aucun cas, cela doit masquer les responsabilités, et la puissance publique doit exiger, notamment dans le cas de Sanofi et de bien d'autres, que ces entreprises assument leurs responsabilités et payent. Madame Josso. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, chers collègues. Nous, on voulait vous interroger sur les actes, les personnes touchées et les ratios depuis la création de l'ONIAM en 2002 et ensuite, suite à votre arrivée donc en 2017, si vous pouvez nous donner quelques éléments de ratio, s'il vous plaît. Merci. Madame Gruet. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, chers collègues, on est dans une société de plus en plus procédurière et je me demande comment on peut retrouver l'équilibre de responsabilisation du patient et du soignant, parce qu'on demande aux soignants de tracer de plus en plus leur acte au quotidien, ce qui augmente nécessairement la charge administrative et diminue aussi à la fois leur qualité de travail, mais aussi la qualité de prise en charge. Et j'aurais une question, y a-t-il plus de déclarations à l'ONIAM du fait de la communication plus forte de cas existants, de connaissances de cas existants qui appellent du coup à se manifester et à déclarer des accidents, ou bien est-ce que notre système, justement par cette surcharge administrative, crée plus d'erreurs médicales et d'erreurs médicamenteuses de la part des différentes structures? Merci. Monsieur Monet. Merci Madame la Présidente. Juste deux remarques. La première, face à votre penchant pour la fusion entre FIVA et ONIAM, nous y sommes farouchement opposés, tout comme les associations. C'est deux sujets différents. D'abord, le FIVA ne fonctionne pas si mal que ça. L'ONIAM dysfonctionne quand même en grande partie. Et il ne faudrait pas importer des mauvaises pratiques. Et c'est quand même deux sujets très différents. Donc, pour nous, ce qui compte, c'est que les organismes soient très opérationnels. Et la deuxième chose, c'est que quand je vois les délais d'indemnisation, je ne pense qu'on ne peut pas échapper à une réflexion sur la question de la pré-indemnisation. On a des gens qui restent bien trop longtemps sans être pris en charge. Alors je sais que c'est compliqué, il ne s'agit pas de demander aux gens de rembourser une somme qui leur sera avancée, mais dans certains secteurs assurantiels, ça fonctionne, la pré-indemnisation, sur la base d'un pré-diagnostic, sans attendre tous les rapports d'experts. En tout cas, on ne peut pas laisser les patients aussi longtemps sans prise en charge. Merci. Je pense que tous les députés ont pu poser leurs questions. Monsieur le directeur. Merci Madame la Présidente. Un mot sur le rapport Klinger. Donc, dans la conclusion est d'indiquer que l'alternative créée par le législateur d'un dispositif amiable n'a pas démontré sa pertinence au regard des juridictions. À aujourd'hui, combien d'euros dans la poche des victimes de la dépakine obtenus devant les juridictions françaises et européennes? Combien d'euros acquis définitivement? Le cas de la petite Camille a été évoqué tout à l'heure. Cour d'appel, cour de cassation, renvoi cour d'appel. Extrêmement peu de demandes favorables aux victimes. Je vois les demandes qui sont faites, notamment devant les juridictions administratives, pour mettre en cause la responsabilité de l'État. Les demandeurs, dans leurs écritures, portent avec les victimes une demande d'indemnisation de plusieurs millions d'euros. Les sommes obtenues sont nettement plus faibles, parfois de quelques dizaines de milliers d'euros, et un écart entre les préjudices. La réalité des choses, c'est qu'un dispositif spécifique, avec des règles particulières, souhaité amiable par le législateur, a été installé parce que, effectivement, sur ce sujet douloureux qui suscite la colère de la représentation nationale et une volonté ferme de faire fonctionner ce dispositif, notamment lorsque vous avez adopté des pénalités à hauteur de 50%, ce dispositif que vous avez souhaité amiable en 2016 ne fonctionne pas de manière amiable. Seul l'État, qui assume sa responsabilité, souhaite faire de l'amiable. Mais ni Sanofi, ni les assureurs des médecins prescripteurs ne souhaitent faire de l'amiable. Ils estiment sur ce sujet
qu'il existe un cadre juridique qui n'est pas celui fixé spécial et spécifique par l'instance indépendante placée auprès de l'ONIAM, et que c'est devant les tribunaux que ces affaires vont se régler. Et donc notre établissement fonctionne avec les règles qui ont été fixées dans la loi, qui est dans chaque demande de questionner qui est responsable de quoi. Et donc, pour une même demande d'indemnisation, il appartient à ce collège d'experts, constitué à moitié d'universitaires, juristes et de médecins, d'établir dans cette demande particulière, en fonction des dates de consommation, si c'est le médecin qui est responsable, si c'est l'État qui est responsable, et si c'est Sanofi ou un génériqueur qui est responsable. Et donc, vous avez un dispositif amiable qui fonctionne de manière bienveillante vis-à-vis des victimes, avec des règles propres, et dont les avis ensuite sont contestés devant les tribunaux, qui vont avoir des règles spécifiques, qui sont les règles de droit, qui sont des droits européens, qui avec des règles de prescription. Et nous verrons bien comment les juridictions administratives et judiciaires vont se fixer sur ces sujets au cours des prochaines années. Je l'ai dit, nous espérons que les premières décisions du tribunal judiciaire de Bobigny, elles pourraient intervenir au plus tôt en 2025. Elles sont susceptibles d'appel. C'est la volonté claire de la part de l'État et de la représentation nationale d'assumer le risque sur argent public du fonctionnement du dispositif amiable, parce que c'est un sujet douloureux. L'État souhaite assumer sa part de responsabilité sur ce sujet, et il appartient à l'ONIAM d'agir, d'abord dans une obligation de moyens, c'est-à-dire d'émettre des ordres de recouvrement vis-à-vis de Sanofi. Moi, lorsque je signe un ordre de recouvrement, mon agent comptable le regarde, il accepte ou pas de le prendre en charge. Il les accepte tous, parce qu'ils sont de qualité, les ordres de recouvrement signés par le directeur de l'établissement. Il met en place des diligences de l'agent comptable, c'est d'abord une tentative de recouvrement amiable vis-à-vis de Sanofi. Et arrive l'assignation en justice. Donc, je vous l'ai indiqué, plus de 440 ordres de recouvrement contestés devant les tribunaux. Et nous nous battrons pour faire reconnaître devant les tribunaux l'avis émis par le collège d'experts. Mais encore une fois, cet avis émis par ce collège est émis sur la base de règles définies par la loi, et nous verrons bien comment le juge apprécie ces éléments. Excusez-moi, monsieur le directeur, c'est bien 0 € de Sanofi pour l'instant? La réponse, c'est 0 € pour l'instant. Cette action de recouvrement, merci d'avoir posé la question, c'est-à-dire au-delà de Sanofi, c'est aussi les assurants responsabilité civile. Je l'ai dit tout à l'heure, à 85%, ils suivent les avis amiables. Donc ça marche. Par contre, et c'est la grande différence par rapport au FIVA, c'est que dans les dossiers où les avis des instances ne font pas sens pour les personnes qui sont concernées, elles contestent le fond de leur responsabilité. Elles disent « c'est pas vrai ». L'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation dit qu'il y a faute de la part de tel chirurgien. Nous estimons que c'est plutôt la faute de la clinique, c'est plutôt la faute de l'un de ses confrères, ou nous estimons que c'est plutôt un accident médical non fautif indemnisable par l'ONIAM. Et donc c'est avec conviction que les assureurs et les industriels contestent le fond de leur responsabilité en disant « cet avis n'est pas de qualité et on va s'expliquer devant le juge ». La conséquence de ces contestations des ordres de recouvrement, c'est que devant mon bureau tous les jours, eh bien, c'est les huissiers de justice qui viennent, donc plusieurs fois par jour, vous avez cité le chiffre, plusieurs milliers, donc ils me connaissent bien, bonjour, vous êtes monsieur Leloup, voilà, assignation devant tel tribunal, etc. Donc ça fait partie de la fonction d'accueillir les huissiers le matin et de faire en sorte que l'on se constitue avec avocat, donc c'est des frais. Les coûts de gestion de ces recouvrements est important, donc c'est des frais d'avocat. Et nous faisons face, et donc avec les équipes, nous nous organisons pour gérer au mieux et obtenir le retour sur de l'argent public. Systématiquement, nous demandons les pénalités. Donc quand il y a une contestation de l'ordre de recouvrement, commission de conciliation et d'indemnisation, systématiquement, nous demandons 15% de plus que le décaissement d'argent public. Et pour Sanofi, on demande 50%, puisque la loi nous y autorise. Et ensuite, c'est la liberté du juge de nous, le moment venu, de nous accorder ou pas ces pénalités.
je n'ai pas répondu à toutes les questions. Sur la conciliation médicamenteuse et l'article 51 de l'UNIL, que je connais, qui m'a intéressé, effectivement, je pense qu'il faut investir sur la prévention. De nombreux travaux, Caisse nationale d'assurance maladie, rapport chargé produit, de nombreux experts documentent le nombre d'actes inutiles et dangereux qui sont pratiqués dans le système de santé et qui ensuite peuvent donner lieu à des demandes d'indemnisation. Je suis incapable de vous donner un chiffre actualisé à ce jour, je n'en ai pas l'expertise, mais on voit bien dans nos missions que c'est effectivement un vrai sujet et incontestablement c'est quelque chose à continuer à travailler avec les personnes concernées. Peut-être repréciser sur le Covid-19. Covid-19, l'ONIAM intervient à deux niveaux. D'une part, dans les dommages vaccinaux et d'autre part, dans les infections nosocomiales en établissement de santé. Puisque des personnes, à l'occasion d'un séjour en établissement de santé, ont pu contracter le Covid et donc des questions peuvent être posées des conditions d'indemnisation. Et donc, nous avons un peu plus de 300 demandes qui ont été instruites ou qui sont en cours d'instruction devant les commissions de conciliation et d'indemnisation. Je reviens sur ce qui a été dit sur les dysfonctionnements de l'ONIAM. L'ONIAM questionne dans chacune de ses demandes le fond de la responsabilité. C'est un magistrat qui me disait, vous savez, c'est un peu une enquête à la Agatha Christie. C'est-à-dire que il est demandé devant les CCI aux experts médicaux de faire un dire technique sur une question technique et ensuite la CCI va délibérer et émettre un avis qui est médico-légal, qui est en droit, mais je l'ai souligné tout à l'heure, mais qui était aussi issu de la démocratie sanitaire. Le collège d'experts des PACIN ne fonctionne pas sur des présomptions d'imputabilité. Il est obligé de questionner les dates de consommation, de questionner dans chaque demande d'indemnisation ce qui a été dit par qui et de se prononcer sur des responsabilités. Ce que le législateur a mis en place, c'est une désignation des différents responsables dans chaque demande d'indemnisation. Donc c'est forcément plus compliqué que dans d'autres actifs d'indemnisation où, par exemple, vous avez, via les accidents maladies professionnelles, un certain nombre d'actes marqueurs qui tranchent déjà un certain nombre de questions en amont. Et donc cette question des délais, elle est fondamentale, c'est-à-dire que la question, elle est ouverte, c'est une enquête dans chaque demande, en sachant que si l'avis ne fait pas sens, il sera contesté devant les tribunaux et que donc, il y aura un risque de perte en argent public, je le rappelle, subvention Caisse nationale d'assurance maladie, 150 millions d'euros par an, c'est pris sur l'ONDAM, donc c'est de l'argent en indemnisation qui n'est pas donné aux autres destinataires de l'utilisation de l'ONDAM, et une subvention de l'État votée en loi de finances pour les missions liées à l'État. Voilà les quelques éléments de réponse, Madame la Présidente, et toutes mes excuses de ne pas avoir pu répondre à toutes les préoccupations. Je promets de revenir ou de me tenir à votre disposition. Merci. C'est parce que vous n'avez pas les réponses aux questions, parce que peut-être il y a des questions que vous n'avez plus en tête. On va juste les reprendre, mais très brièvement, si vous pouvez rappeler à Monsieur le Directeur quel était l'objet de votre question. Monsieur Frémin, Josso, mais très vite. Ouais, merci, Madame la Présidente. En effet, vous aviez dit tout à l'heure avoir engagé une réflexion sur la grille d'indemnisation pour la rendre plus efficace, plus pertinente et améliorer les conditions d'indemnisation. Et je vous demandais si vous pouviez nous préciser quelles pistes de réflexion vous aviez, quelles pistes de travail et quels pouvaient en être les effets à venir. Merci. Donc effectivement, en fait, notre approche, comme celle des juridictions, et cette notion, et vous m'avez posé des questions par rapport à l'évolution de la société, en fait, c'est cette notion de faire une réparation intégrale, c'est-à-dire, qui est une fiction juridique, puisque c'est de toute façon irréparable, mais d'essayer de remettre la victime dans la position avant l'accident médical, et donc d'avoir une indemnisation financière qui lui permet de continuer à vivre comme si l'accident n'avait pas eu lieu, ce qui est bien sûr une fiction. Comme le souligne par exemple Mme Martin, elle dit « moi j'en ai pris pour perpète ».
et je crois qu'elle le dit avec force. Effectivement, la victime doit surmonter son traumatisme. Toutefois, l'indemnisation financière de l'ONIAM doit être au plus juste de ce qu'un dispositif amiable financé par l'ONDAM doit pouvoir apporter en ce qui concerne les accidents médicaux non fautifs. Et il faut que les assureurs et les industriels, c'est le cas de Mediator, qui font des offres sur le fondement de ces référentiels, soient justes dans les réparations qu'ils donnent. Et donc c'est pour ça que les travaux sur le référentiel d'indemnisation de l'ONIAM doivent être repris à l'occasion de la nouvelle gouvernance autour de François Toujas, et que les tutelles financières de notre établissement doivent nous accompagner sur ce sujet. On évoquait des travaux communs avec le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. C'est typique des sujets sur lesquels, avec mon collègue, nous échangeons régulièrement, de manière à effectivement pouvoir faire évoluer aussi ces conditions. Et je redonne la parole à Mme Josso très rapidement pour rappeler votre question. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur. Je vous remercie de prendre en compte notre insistance pour avoir des réponses importantes pour nous. On est là pour ça. Et nous, notre sujet au groupe démocrate, c'était de vous demander en fait les ratios entre les actes et les recours, si vous voulez, l'évolution entre 2002 depuis la création, ensuite en 2017 lors de votre arrivée. Je vous remercie. Monsieur le directeur. Alors on a bien les chiffres depuis la création. Donc effectivement au début concernant, donc je l'ai dit, au global 95 000 demandes depuis la création du dispositif. Ensuite il y a eu nécessairement une mise en place progressive de cet établissement et de ces différentes missions qui, au fil des années, ont été confiées par le législateur. Mais en ce qui concerne les accidents médicaux, donc, je pourrais vous donner le tableau très précis, année par année, parce que c'est quelque chose que l'on suit. Vous voyez, en 2003, nous avions 1719 demandes pour les accidents médicaux. Et maintenant, nous sommes arrivés sur la dernière année, 2019, qui était l'année, je dirais, un peu de référence. Nous étions à 4664 demandes sur les accidents médicaux. Il y a eu moins de volume de soins, comme vous le savez, pendant la période épidémique. Et donc, l'année dernière, nous étions à 4130 demandes. L'impression que nous avons, c'est que nous tournons autour de 4500 demandes d'indemnisation. Vous avez un seuil de gravité qui fait que, au moment de la création de la loi, il y avait l'idée qu'il y aurait environ 10 000 demandes pour les accidents médicaux. Mais la prise en compte de ce seuil de gravité fait que nous avons des demandes dont les demandeurs estiment c'est suffisamment grave pour s'adresser à nous et qui viennent vis-à-vis de cet établissement. Donc cette mission est vraiment la mission principale en termes de volume et de dépenses de cet établissement. Et puis ensuite, il y a eu donc les autres missions. Au niveau des vaccinations obligatoires, très peu de demandes. Quand on rapporte le nombre de vaccinations obligatoires et le nombre de demandes d'indemnisation, c'est extrêmement faible. Donc c'est très rassurant sur la sécurité vaccinale, je tiens à le souligner. Et de la même manière que sur le Covid-19, je le rappelle, 150 millions d'injections à aujourd'hui 91 personnes indemnisées. Donc ça reste extrêmement rare et donc on peut tout à fait avoir confiance dans ces campagnes de vaccination. Sur Mediator, on a reçu plus de 10 000 demandes qui ont été instruites. Et le collège, je le disais, a travaillé sérieusement puisqu'il a un taux d'acceptation de 40%. Cela signifie que parmi les demandeurs, sur 10 000 personnes qui pensaient initialement, avant leur demande, que c'était le Mediator qui leur a fait des dommages, eh bien, le collège a pu éclairer dans certaines situations que ce n'était pas le cas, mais que ça s'expliquait, que ces problèmes de santé avaient d'autres origines. Et quand je disais qu'il était très important que les avis des instances fassent sens et soient de qualité, je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Peut-être terminer sur ce témoignage, j'ai eu l'occasion d'assister au procès pénal Mediator. J'étais assis là où étaient assises les victimes, et à un moment donné, une personne est venue me voir, et elle m'a dit « Je crois que c'est vous le directeur de l'ONIAM ». Je dis « Oui, madame. Je voudrais vous remercier, monsieur, parce que grâce à vous, je sais pourquoi maman est morte.
J'ai fait une demande d'indemnisation, je ne voulais pas de l'argent, je voulais juste... Je savais qu'elle avait pris du Mediator, elle est morte, et je voulais savoir si c'était le Mediator. Ben, grâce à vous, je sais. L'expertise médicale a été gratuite, et donc c'est éclairer, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Bien, merci Monsieur le Directeur pour ces compléments d'information. Comme vous le voyez, les députés sont très sensibles et vigilants à ce que les victimes soient soutenues dans leur recherche de vérité, soient soutenues dans leur recherche d'indemnisation et à ce que les parts de responsabilité soient clairement identifiées et portées par tout à chacun. En tout cas, merci à vous d'avoir apporté l'ensemble des éclairages qui étaient attendus ce matin. Merci, Monsieur le Directeur. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, nous en avons terminé avec cette audition. Notre prochaine séance se tient aujourd'hui à 16h30. Nous allons démarrer nos travaux sur le PLFSS pour 2024 avec la discussion générale et nous auditionnerons les ministres Aurélien Rousseau, Aurore Berger et Thomas Cazenave. À tout à l'heure, merci.